je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la couleur a changé. Donc on était dans le vert, lié à la matière, avec deux super speakers. On change de sujet, donc on passe au deuxième défi dont je parlais tout à l'heure. On va parler d'information. Donc ce qu'on croyait limité, pas très important, apparaît vraiment comme un défi. On a deux orateurs. Le premier, c'est Hugues Bersini, que je vais demander de monter avec moi. Bonjour. Et voilà. Alors, Hugues est professeur ici à l'Université libre de Bruxelles et en Belgique, c'est une des grandes voix en ce qui concerne l'intelligence artificielle. Voilà. Merci beaucoup, Luc. Alors, j'ai pas de slides. D'ailleurs, l'information, ça se montre quand même beaucoup moins facilement que la matière. Et j'ai envie de vous expliquer qu'est-ce qui se passe dans mon domaine, l'intelligence artificielle, puisque vous avez vu que c'est un sujet extrêmement à la mode, si ce n'est qu'aujourd'hui, dans le monde, il y avait 3 pages qui lui étaient consacrées. Bon, d'abord, ce sujet a toujours été à la mode. Quand on fait de l'intelligence artificielle comme moi depuis 30-35 ans, force est de constater qu'il y a une espèce de rythme cyclique. Tous les 10 ans, ce sujet revient à la mode. Vous savez que la première conférence était dans les années 50. Et je peux vous dire que dans les années 50, pratiquement la messe était dite. On a parlé de système expert, de système de raisonnement logique. Il y avait les premiers réseaux de neurones, ce qu'on appelle aujourd'hui le deep learning. Vous savez, aujourd'hui, c'est des jeux sémantiques, ça, on réinvente les mêmes concepts tous les 10 ans. Les réseaux de neurones existaient dans les années 50. Et dans les années 50, il y avait un ingénieur, Arthur Samuel, qui avait fait le premier système qui apprenait à jouer aux dames par hasard, en jouant simplement, en apprenant, en tirant des parties au hasard et en apprenant de cette sorte. AlphaGo, c'est exactement la même idée. Donc l'intelligence artificielle dans les années 50 était très à la mode. Elle est revenue à la mode dans les années 70 avec, si vous vous rappelez, les plus anciens d'entre vous, les systèmes experts, les systèmes de raisonnement logique. Dans les années 80 et les années 90, les premiers réseaux de neurones, ce qu'on appelle aujourd'hui le deep learning. Dans les années 2000, le data mining, le CRM, etc., ce qu'on appelle aujourd'hui le big data, etc. Donc vous voyez qu'il y a des phénomènes cycliques. Tous les 10 ans, ce sujet revient à la mode. Mais depuis quelque temps, il est quand même plus à la mode encore que les années précédentes. Ça serait intéressant de comprendre pourquoi. À mon sens, il y a sans doute 3 raisons qui font que ce sujet est extrêmement à la mode depuis quelques années. Alors, il y a 2 raisons relativement anecdotiques, et il y en a une plus fondamentale qui révèle une bifurcation clé qui est en train de se passer en intelligence artificielle entre 2 styles d'intelligence artificielle que j'appelle très souvent l'intelligence artificielle consciente et celle inconsciente. Alors, je vais d'abord parler des 2 raisons anecdotiques qui font le succès de l'intelligence artificielle. Bon, la première, c'est évidemment les GAFA, les Google, les Facebook, Amazon, et Apple, etc., Microsoft aussi, qui se présentent de plus en plus comme des sociétés d'intelligence artificielle. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, même si la seule chose qui nous force à faire, c'est cliquer sur des liens dont ils ont prévu que ces liens vous intéressent. Ils se vantent, ils se présentent comme des sociétés d'intelligence artificielle. Vu l'importance que deviennent ces sociétés, on peut comprendre qu'ils poussent l'intelligence artificielle. La deuxième raison, un tout petit peu plus importante, c'est que c'est vrai qu'il y avait des seuils fatidiques où la machine était inférieure à l'homme. Par exemple, le Go. Moi, j'avais des logiciels qui jouaient au Go dans les années 80. Il a fallu quand même attendre une quarantaine d'années avec la puissance de calcul, les GPU, les clusters informatiques, pour avoir aujourd'hui un logiciel qui batte le meilleur joueur de Go, mais pratiquement jouant au hasard, mais pouvant tenter des centaines de milliards de parties dans un temps limité. C'est ce qui permet aujourd'hui à ces systèmes d'exceller. L'autre limite, c'était la reconnaissance d'images. Les hommes étaient meilleurs que les machines en reconnaissance d'images. Il y avait un fameux benchmark qu'on appelle, c'est un benchmark qui vous permet de reconnaître dans des images des chiens ou des chats. Eh bien, les hommes étaient meilleurs. Et puis, il s'est passé la révolution du deep learning, que je vous le rappelle, c'est simplement des réseaux de neurones, qui font 2 ou 3% de mieux que les êtres humains. Quand on fait 2 ou 3% de moins bien, ce n'est pas très important. Là, on se dit, on ne va pas confier à un être humain, par exemple, la radiothérapie d'un cancer. Mais si la machine fait 2 ou 3% de mieux que l'être humain, à ce moment-là, tout change, il y a un basculement. Même chose pour la voiture autonome. Moi, je travaillais sur la voiture autonome dans les années 80. On n'aurait pas mis ce genre de voiture aujourd'hui, je ne sais pas moi, Square Montgomery à l'heure de pointe. Maintenant, on peut. Donc, la machine fait mieux que l'être humain, et chaque fois qu'on passe ce seuil fatidique, c'est vrai que c'est important. Alors, la troisième raison, qui pour moi est la plus importante, et je voudrais que vous reteniez ce message, c'est qu'il y a une bifurcation fondamentale qui est en train de se dérouler en intelligence artificielle entre 2 styles d'intelligence artificielle. Je dirais l'ancien style, l'intelligence artificielle consciente, et le nouveau style, qui est l'intelligence artificielle inconsciente. Alors l'inconsciente, on en a un peu parlé, Luc l'a mentionné, c'est celle qui se nourrit d'apprentissage et de big data. Vous entendez beaucoup parler de ces expressions, apprentissage machine, au point même d'ailleurs qu'aujourd'hui, souvent quand on parle d'intelligence artificielle, il y a une espèce de synonyme ou de synonymie qui est faite automatiquement, c'est ne parlez plus d'intelligence artificielle, parlez d'apprentissage machine, parlez de big data. C'est vraiment important de comprendre cette bifurcation entre la vieille et la nouvelle intelligence artificielle, la consciente et l'inconsciente.
Et pour vous l'illustrer, je vais vous montrer 3 exemples, 3 applications. Ce sont des déroulements, ce sont des développements que j'ai fait dans mon labo depuis de très nombreuses années. Le Go, mais je ne vais pas vous parler du Go parce que le Go, c'est un peu trop compliqué à expliquer. Je vais vous parler du tic-tac-toe. Voilà, c'est ce qu'on appelle aussi en français le jeu du morpion. Je ne sais pas pourquoi ça s'appelle le morpion, j'ai jamais compris. Mais le tic-tac-toe, vous savez, vous avez tous joué avec vos enfants, c'est l'histoire d'aligner 3 croix ou 3 ronds dans un petit quadrillage de 9 cases. Bien, vous avez 2 manières de jouer au tic-tac-toe. Vous savez tous que vaut mieux commencer en mettant une croix au milieu, si vous êtes par exemple le joueur qui doit jouer les croix. Parce que les chances de gagner, évidemment, montent si vous mettez la croix au milieu. Il y a 2 manières de jouer en IA aussi au tic-tac-toe. La première, c'est de faire des parties au hasard. Vous faites jouer des joueurs au hasard au tic-tac-toe et vous allez vous rendre compte en faisant de la simple statistique élémentaire que si vous mettez une croix au milieu, vous avez beaucoup plus de chances de gagner que si vous mettez la croix n'importe où. Par statistique. C'est très facile de le faire pour le tic-tac-toe parce qu'on sait que le nombre de coups est limité et on arrivera toujours à jouer. Bon. Eh bien, c'est exactement aujourd'hui la manière dont AlphaGo a battu Lee Sedol, qui était le meilleur joueur de Go au monde, en jouant au hasard des parties. Mais vous imaginez le nombre de coups possibles au Go par rapport au tic-tac-toe. Bien, aujourd'hui, on peut faire au Go ce qu'il était possible de faire au tic-tac-toe dans les années 80. Une exploration infinie de tous les coups possibles du Go. Grâce à la puissance machine. C'est évidemment la puissance machine qui a rendu cela possible. C'était inimaginable dans les années 80. Il n'y a pas d'intelligence dans cette manière de jouer. Moi, dans les années 80, quand j'enseignais le tic-tac-toe à mes étudiants, quand j'enseignais l'intelligence artificielle, je faisais différemment. Je disais, vous savez, pour bien jouer, vous devez anticiper vos coups, anticiper les coups de l'adversaire, anticiper vos coups. C'est ce qu'on appelait la stratégie min-max, inventée par un grand penseur qui a inventé l'informatique, d'ailleurs, qui s'appelle John Von Neumann. Cette stratégie n'a rien à voir avec le jeu au hasard. Vous explorez les coups, le coup de vos adversaires, etc. Vous construisez un arbre, et à la fin de l'arbre, vous avez des positions, et vous évaluez la qualité de ces positions. Mais pour évaluer la qualité de ces positions, vous avez besoin d'une intelligence humaine. Vous avez besoin d'une expertise humaine. Ce qui est extraordinaire avec AlphaGo, c'est qu'on n'a plus besoin d'intelligence humaine. On n'a plus besoin d'expertise humaine. L'apprentissage machine se suffit à lui-même. Beuten, comme on dit chez nous, l'intelligence humaine. Pire encore, l'intelligence humaine met les logiciels dans des mauvaises voies. On a intérêt à se débarrasser de l'humain et laisser faire par apprentissage de la machine. C'est quand même une révolution de pensée. Je vais vous donner un deuxième exemple, la voiture automatique. Moi, j'ai travaillé sur la voiture automatique, j'ai fait mon doctorat en partie au Carnegie Mellon dans les années 80. Comment j'avais fait? Eh bien, j'avais une caméra sur le capot de la voiture et on filmait tout ce que le conducteur était censé voir. En fait, on reproduisait les yeux du conducteur. Et on enregistrait tout ce que le conducteur faisait. Donc, on enregistrait, si vous voulez, tous les actes du conducteur. Et on constituait une immense base de données avec les entrées et les sorties. Et on nourrissait un gros réseau de neurones qui reproduisait en fait les meilleures conduites humaines de la planète. Vous nourrissiez le réseau de neurones en disant quand le conducteur voit ça, il fait ça, quand il voit ça, il fait ça. Pas d'intelligence. Pas d'intelligence, une grosse base de données qu'on met dans un réseau de neurones. Et le réseau de neurones conduisait, je me rappelle très bien la première fois que j'étais dans la voiture et que j'étais à la place du mort, qui n'avait jamais aussi bien porté son nom, et à gauche, il y avait un réseau de neurones qui conduisait la voiture. C'est pas comme ça qu'on enseigne à nos ingénieurs automaticiens ou les ingénieurs de contrôle de conduire une voiture. Généralement, on fait un modèle mathématique de la voiture, de l'environnement à contrôler, on fait un modèle mathématique des objectifs, et puis il y a toute une espèce de recette mathématique qui permet de trouver ce qu'on appelle la commande optimale. Ça, c'est de l'intelligence humaine. C'est pas comme ça que fonctionnait mon logiciel. On avait simplement, les logiciels, c'était des perroquets idiots. Ils avaient simplement imité les meilleurs conducteurs de la planète en constituant cette immense base de données, qu'on appelle aujourd'hui un big data. Troisième exemple, c'est la traduction automatique. Si vous demandez à Chomsky, un des grands-pères de l'intelligence artificielle, comment faire de la traduction, il vous dirait d'abord faire une analyse syntaxique, puis faire une analyse sémantique, et puis vous comprenez plus ou moins le sens de la phrase, et vous essayez de traduire cette phrase en reconstruisant à l'envers une sémantique et une syntaxique. Vous voyez, il y a des étapes importantes. La syntaxe, c'est de l'intelligence humaine. La sémantique, c'est de l'intelligence humaine. Est-ce que Google fonctionne comme ça pour faire ses traducteurs? Non. De nouveau, qu'est-ce qu'on a fait? On a compilé toutes les traductions dans tous les langages qui ont été produits depuis l'aube de la traduction. On a nourri un immense réseau de neurones, un deep learning, qui a appris à traduire, là encore, imitant les meilleurs traducteurs de la planète. Et ce n'est pas étonnant que Chomsky soit si soit si triste de l'évolution de l'intelligence artificielle, puisqu'elle se passe des experts en syntaxe, des experts en linguistique, des experts en traduction. On n'a plus besoin d'eux, on n'a plus besoin de cette forme d'intelligence. C'est pour ça qu'il y a cette bifurcation entre une intelligence artificielle inconsciente qui fonctionne par apprentissage, par big data, en se débarrassant complètement de toute nécessité d'intervention humaine, et celle d'avant. Et moi, évidemment, en tant que professeur d'intelligence artificielle, je suis assez nostalgique de celle d'avant,
puisqu'elle requérait, elle faisait appel à l'expertise humaine. Et la question qui se pose, c'est simplement de savoir si on est d'accord de confier la conduite d'armes automatiques, d'armes létales, ou, je le répète, la voiture dans le square Montgomery à l'heure de pointe. J'avais 28 secondes là. Est-ce qu'on est d'accord, j'ai encore 24 secondes, est-ce qu'on est d'accord de confier cela à des machines qui sont des black box, c'est-à-dire des machines inconscientes? Est-ce qu'une machine inconsciente peut conduire une voiture square Montgomery à l'heure de pointe ou tuer sur les champs de bataille? Voilà, merci de votre attention.